Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan. C'est le bilan du mois d'avril. Alors je suis désolée mais aujourd'hui il fait beau, j'avais pas envie de sortir mes lumières et de rester à l'intérieur donc je filme dehors. Désolée, j'ai lu ce mois-ci 4 livres en papier et 4 en audio. Un bon ratio, je trouve, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, c'est assez diversifié. Alors ceux que j'ai lus en papier, c'est ceux qui font partie de ma pile à lire du printemps. J'ai vraiment bien avancé, puisque là, comme je vous dis, j'en ai lu 4 ce mois-ci. Et en fait, j'en ai 2 où je suis à la fin, genre il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Il me reste une centaine de pages dans un des livres et l'autre il doit me rester 200 pages mais sur 800. Donc je suis à la fin en fait de mes 2 autres romans que je suis en train de lire en papier. Mais je les ai pas terminés donc pour ce mois-ci. Donc ce sera pour le mois prochain, c'est pas grave. Mais j'ai plutôt bien avancé sur ma pile à lire du printemps en tout cas. Alors, premier livre que je vous présente, donc c'est le premier que j'ai terminé ce mois-ci, c'est Madame de Montespan, la favorite du roi Soleil à son zénith de Michel de Decker. C'est un livre dans lequel on va suivre en fait toute l'histoire de Madame de Montespan qui est, comme le titre l'indique, la favorite du roi Soleil. C'est écrit par Michel de Decker, donc qui est un historien. Il est pas très très long, il fait 270 pages à peu près, donc il est pas très très long. Il est écrit assez gros, mais alors par contre, qu'est-ce qu'il est dense! C'est assez dingue. Je l'ai trouvé très intéressant, franchement j'ai bien aimé. En même temps, le sujet m'a intéressée, donc ça aide beaucoup. Par contre, je trouve que si vous ne vous y connaissez pas du tout dans la famille royale, dans le roi Soleil, dans toute son histoire, vous pouvez facilement être perdu parce que Michel de Decker a une manière d'écrire qui est quand même assez singulière. Il fait pas mal de digressions, notamment au niveau du plan du livre. Il y a des moments où j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop où on se situait, enfin c'était pas un ordre chronologique. Il fait des fois des bonds dans le temps, ensuite il parle de quelqu'un d'autre. Alors à chaque fois c'est assez intéressant quand même, mais c'est vrai que c'est un peu flou. Pareil, c'est compliqué à lire dans le sens où il parle de gens sans vraiment nous les présenter tous. Il parle de beaucoup de personnes différentes parce qu'il va pas se cantonner à Madame de Montespan. Il va beaucoup évoquer toutes les personnes qui gravitent autour et toute la famille royale. Et on va pas se mentir qu'à cette époque, ils avaient tous le même nom et ils avaient des noms à rallonge. En fait, à chaque fois, ils vont nous dire bon bah voilà, c'était par exemple Marie-Madeleine de machin, duchesse de truc, comtesse de machin, enfin ils ont vraiment des noms à rallonge, des particules et aussi des statuts qu'on nous cite. Et des fois c'est un peu compliqué à se souvenir qui est qui quoi. Parce qu'entre le duc d'Orléans qui s'appelle Louis et aussi l'autre Louis mais en fait qui est le comte de je sais plus quoi. Enfin bref, c'était parfois un petit peu compliqué. Mais après, je suis quand même très satisfaite. C'était pas mal, franchement. J'ai appris beaucoup de choses et c'était très intéressant. Mais il faut le savoir, voilà, la plume de Michel de Decker est assez singulière, c'est assez particulier. Il faut suivre, il faut s'accrocher. Alors, je suis désolée si je plisse énormément des yeux, mais en fait, je suis en face de mon mur qui est hyper blanc, hyper éblouissant. Donc voilà, après je suis obligée de me mettre là parce que sinon j'ai des petits reflets de soleil sur le visage, enfin c'est pas terrible. Donc voilà, c'est soit je plisse des yeux, soit j'ai du soleil sur la figure. En fait je suis en train de douter là, est-ce que je me mettrais pas dans l'autre sens? Je sais pas. Donc voilà, ce livre là je l'ai mis 3 sur 5 parce que je vous dis j'ai bien aimé, mais après bon c'était quand même pas facile à lire et voilà. Le prochain livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Les Braises de la guerre, donc le premier tome de la saga des cœurs égarés de Carissa Broadbent. On est sur un bon gros bébé quand même, mais en même temps il était tellement, mais tellement facile à lire et tellement fluide parce que, en fait c'est écrit hyper gros. Les livres de Lost Kingdom, ça c'est trop bien parce que certes il y a beaucoup de pages, en règle générale c'est quand même des gros pavés, mais ils sont ultra agréable à lire parce que c'est écrit gros, on a des gros interlignes, on s'endort pas devant et puis c'est agréable en fait de tourner les pages. On n'est pas en train de plisser les yeux comme pas possible. Enfin vraiment à ce niveau-là, je trouve que ils sont trop bien les livres Lost Kingdom. En plus, on a quelques petites illustrations tout au cours du roman. Après les illustrations sont en règle générale très sombres, mais c'est toujours appréciable pour vous dire à quel point l'objet livre est beau. On a voilà des petites illustrations ici, mais aussi à la fin. Alors par contre nous allons suivre Tissana qui est une femme avec les cheveux bruns et en même temps avec des reflets argentés, enfin elle a des mèches argentées et pareil sur son corps elle est, comment ils disent, j'ai oublié le nom, fragmentée je crois, et donc l'idée c'est qu'elle a des taches en fait, elle a des dépigmentations. Et donc comme je vous disais on a des illustrations et notamment celle-ci elle est très
ressemblante en fait à ce qu'on lit. En tout cas, la description qu'on nous en fait. Mais par contre, celle-ci, elle est beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on a des illustrations très ressemblantes et d'autres beaucoup moins. Pareil ici, voilà, c'est une autre manière de voir en fait le personnage, donc à vous de voir. C'est vrai que ça c'est un peu dommage quand même si je trouve ça très bien d'avoir des illustrations dans le roman. Et là je vous en ai montré une, mais on en a genre 2-3 je pense à la fin. Le travail qui est fait sur les éditions Lost Kingdom, il est vraiment impeccable, j'adore, ça fait partie de mes collections. Je sais pas si c'est des collections ou si c'est des éditeurs, parce que il me semble que... Alors c'est édition Bookmark et du coup collection Lost Kingdom, je ne sais pas. Enfin bref, ça fait partie de mes préférés, j'adore. Dedans, nous allons suivre donc Tisana, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une esclave qui a été arrachée à son village natal et à sa maman pour être justement réduite en esclavage. Et toute sa vie, elle va réunir de l'argent pour essayer d'acheter sa liberté. Et lorsqu'elle réussit à réunir enfin les 1000 pièces d'or dont elle avait besoin, elle va les présenter à son maître et celui-ci va lui rironner et lui dire que quoi qu'il arrive en fait c'est mort, elle va rester esclave. Il veut pas lui redonner sa liberté et donc elle va le tuer pour pouvoir rejoindre les ordres, qui est une organisation qui va l'aider à développer sa magie, à apprendre comment la maîtriser, mais aussi pour pouvoir sauver son meilleur ami qui est resté sur place pour couvrir sa fuite. Sauf que quand elle va arriver là-bas, les ordres vont lui dire ok, mais il faut d'abord que tu passes des tests et que tu sois formée avant qu'on t'aide. Et pour ça, elle va être formée par Maxentarius, qui est un magicien qui lui méprise un petit peu l'ordre. On apprendra qu'il a un passé un petit peu particulier. On est sur une romantasy, mais la romance ne prend pas non plus beaucoup de place, je trouve. On a quand même un bon world building qui est bien bâti. On a tout un système de magie qui est bien décrit, et donc c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est quand même sur une fantaisie avant tout, mais il y a de l'amour dedans hein, puisque ça reste quand même une romantasy, mais moi c'est le genre de dose que j'aime bien. Donc on n'est pas que sur la romance, c'est pas centré que là-dessus. Il y a quand même tout un arc narratif qui est assez solide et il y a quand même tout un univers qui est bien développé. Et je le trouve hyper prometteur pour la suite parce que la fin, la direction que ça prend, ça m'a assez surpris. C'est un peu moins classique, c'est assez original je trouve et ça m'a bien plu. Et ça me donne vraiment envie de lire la suite. Pour rappel, c'est une trilogie et j'ai déjà les 2 autres tomes, donc je pense que je vais les enchaîner assez rapidement. Ça m'a vraiment bien plu, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je sais plus combien je lui ai mis, il faut que je regarde. En tout cas, c'était une bonne romantasy comme je les aime. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Voilà. C'est pas non plus un 5 sur 5, c'est pas non plus un coup de cœur. C'est le genre de romantasy où vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est classique, c'est efficace et c'est très plaisant à lire, très fluide et ça se lit super bien. Donc vraiment une bonne découverte. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai écouté en livre audio et c'est Redeeming, je sais pas, 6. En tout cas, c'est le 4e tome de la saga Boys of Tommen de Chloé Walsh. Dedans, pour vous faire le résumé des 2 premiers tomes, puisque c'est 2 duologies en fait. On va y suivre dans les 2 premiers un couple qui est Shannon et Johnny, et dans les 2 suivants, donc le 3 et le 4, Joey et Aoife. Et donc pour vous résumer la première duologie, donc le premier tome, on va y suivre Shannon qui va changer de lycée. Oui, c'est le lycée, elle a 15 ans au début du roman. Et en fait, elle va changer d'établissement pour aller dans un privé parce qu'elle subit beaucoup de harcèlement scolaire. Le premier jour de sa rentrée, elle va se prendre en pleine face un ballon de rugby qui est lancé par nul autre que Johnny Kavanagh, le capitaine de l'équipe de rugby et la star montante justement de ce sport. Et va se développer justement une petite romance entre les deux parce que Johnny va voir une jeune femme toute frêle, toute jolie, qu'il va avoir envie de protéger, sauf que celle-ci cache quand même un lourd secret, notamment de violence familiale. Voilà, on est sur une romance mais très psychologique, en tout cas nos personnages sont torturés au possible, ils ont vraiment une histoire qui est très particulière et très dramatique, hein, on va pas le mentir, c'est vraiment du drame. Je vous dis, dans les 2 premiers tomes, on va suivre donc Shannon, et dans les 2 suivants, donc le 3 et le 4, on va suivre Joey qui est son grand frère, qui a encore plus de problèmes qu'elle. Alors, le tome 3, il revenait sur le passé, sur vraiment la rencontre entre Joey et Aoife, donc sa copine, que l'on avait rencontrée dans les autres tomes. Et là, le tome 4, on est sur tout
les événements qui se passent dans le tome 1 et 2, mais du point de vue de Joey et Ifa. Les romans sont de plus en plus longs, en fait, au fur et à mesure des tomes, on a des romans qui sont longs. Le premier tome, il me semble, faisait 20 heures, parce que je les ai tous écoutés en audio. Je trouvais que c'était déjà pas mal, puisqu'en moyenne, c'est à peu près 15 heures un roman. Là, 20 heures, c'était déjà beaucoup, je trouve. Mais là, le dernier fait 30 heures. 30 heures, pour vous donner une idée, c'est à peu près 1000 pages. Donc, c'est énorme. Ils sont de plus en plus longs, mais il y a aussi également de plus en plus de smut, puisqu'il me semble que dans le tome 1, il doit pas y en avoir, ou alors une petite. Dans le tome 2, il doit y en avoir, mais pas trop. Enfin, ça m'avait pas choqué plus que ça. Mais alors là, ce tome 4, moi, j'en peux plus. J'ai failli abandonner le livre par rapport à ça, parce qu'on était arrivé à 4h30. Je crois qu'il y avait déjà eu 5 scènes de smut. J'en pouvais plus vraiment. Et puis, même s'il n'y avait pas forcément des scènes, ils y pensaient H24, enfin vraiment parce qu'on est dans leur pensée, on a les deux points de vue et vraiment c'était que des blagues tournées autour du sexe, c'était que des pensées, c'était que ça et c'était épuisant, franchement j'en pouvais plus, donc j'ai failli abandonner. Après il s'est passé quand même un événement assez important dans le roman qui a fait que j'ai continué ma lecture, mais j'ai un sentiment très mitigé en fait sur ce 4e tome. Autant les 2 premiers m'avaient vraiment bien plu, autant en fait ce couple me plaît beaucoup moins pour plusieurs raisons. Comme je vous disais, Joey va avoir des problèmes beaucoup plus importants que Shannon, notamment d'addiction. Et ils sont à la fois bien dépeints, ces problèmes, et tout ce que ça enchaîne, et tout ce qu'il ressent. Franchement, ça va, c'est bien développé, c'est bien décrit. Mais toutes les actions des personnages autour par rapport à lui, il y a certains moments, je trouve qu'on normalise des comportements qui m'ont choquée et qui m'ont dérangée en fait. Il y a des moments, je trouvais que on le traitait, et même Ifa pour le coup, le traitait d'une manière, mais j'étais gênée. Et puis on n'en reparle pas en fait, derrière on n'en parle pas, on montre pas que c'est pas bien, que il y a une problématique en fait autour de tout ça. Je trouve que c'est un peu mis sous le tapis et ça m'a beaucoup gênée, ça m'a un peu dérangée quand même. Du coup pour moi ce couple, en fait c'est un peu particulier parce que dans le premier tome et dans le deuxième tome oui, mes poules qui passent derrière. Dans les 2 premiers tomes, Shannon, elle idéalise le couple Joey-Ifa. Elle dit qu'ils vont très bien ensemble, tout ça. Et en fait, moi, je suis désolée, mais après avoir lu le tome 3 et 4, pour moi, ils ne devraient pas être ensemble. C'est une romance qui est toxique et ça ne leur rapporte rien. L'un l'autre, ils n'ont pas un comportement qui est bénéfique en fait pour eux. Il y a trop de mensonges, il y a trop de problèmes, il n'y a pas assez de communication. Ils se parlent pas et en fait à chaque fois bon ok ils s'aiment mais en fait justement tous leurs problèmes ils les mettent sous le tapis, ils se font pas confiance non plus je trouve, enfin vraiment pour moi c'est un couple qui devrait pas être ensemble et du coup ça m'a un peu saoulée et comme je vous dis en plus on revient sur des événements déjà passés, du coup on a cette impression de pas avancer et il y a des moments on a des redites en fait de scènes qu'on a déjà vues, certes d'un point de vue différent mais c'est les mêmes scènes puisque les 2 personnages sont présents en fait. Donc je sais pas, j'ai pas été transcendée par ce livre-là, celui-là m'a posé problème. Après je peux comprendre, c'est très compliqué d'écrire une romance universitaire avec des sujets aussi lourds, mais justement le décalage qu'il y avait entre certaines parties où on nous sort un humour mais hyper lourd et 2 secondes après il se passe un drame, vous voyez je sais pas, ça m'a dérangée et il se passait des choses des fois qui étaient mais hyper graves, on nous dit ah mais c'est grave, vous vous rendez compte et tout, mais 10 pages plus tard on l'oublie en fait et on passe à autre chose et je sais pas, ça m'a pas plu, j'ai trouvé que le traitement fait sur tout ça, sur tous les problèmes qu'ils ont, n'a pas été à la hauteur pour moi. Je lui ai mis une note, j'ai été gentille, je lui ai mis une note de 3 sur 5. Je sais pas si je lui mettrais plutôt 2,5. Entre 2,5 et 3 sur 5. 2,75 du coup. Ouais, en demi-teinte. Je verrai avec le tome 5 et le tome 6 pour la suite si jamais on est sur encore des romans de plus en plus longs et encore des romans avec de plus en plus de scènes de smut parce que sinon je pense qu'à un moment je vais abandonner. Je ne sais plus sur qui ils portent justement les 2 prochains parce que je crois que ça va être un tome pour un personnage différent pour le tome 5 et pour le tome 6. On verra si je continue parce que là je suis un peu... Je sais pas trop, franchement, je vous dis j'ai failli déjà l'abandonner parce que ça m'avait un peu saoulée, donc je sais pas trop. Le suivant que j'ai lu, c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen, que j'ai lu donc dans cette version
que je ne conseille pas du tout parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, de fautes de frappe, de trucs comme ça. J'ai été un peu déçue par rapport à ça. Il est très joli par contre, hein. Vraiment il est très très beau, mais par contre dans le texte, c'était pas dingue. On est au 19e siècle, en Angleterre. Nous allons suivre Elizabeth Bennet qui vit avec ses parents et ses 4 sœurs dans une maison somme toute modeste. Et un jour, Monsieur Bingley, un homme qui a une assez bonne position et qui est assez fortuné, va emménager pas très loin de chez eux, et Madame Bennet n'a qu'une seule ambition dans la vie, marier ses 5 filles, et donc elle va demander directement à son mari d'aller se présenter pour essayer de caser l'une de ses filles avec ce Monsieur Bingley. Sauf que ce Monsieur Bingley, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec ses 2 sœurs et Monsieur Darcy. Monsieur Darcy qui est très orgueilleux et qui a encore une position encore plus forte que Monsieur Bingley, qui va développer une attirance assez particulière pour Elizabeth. C'est un roman dont tout le monde a entendu parler, je pense, mais j'avoue que j'y étais allée un petit peu, pas avec des réticences, mais avec un petit peu de peur, dans l'idée où je me suis dit c'est un classique. Il date de 1800 quelque chose, je sais plus exactement, mais je me suis dit que ça allait être assez compliqué à lire, qu'on allait avoir un langage soutenu, que ça allait être un peu pesant quoi. Et j'avais peur aussi de ce type de classique où il se passe pas grand chose, où c'est très contemplatif et on voit des sentiments qui se développent, mais en même temps on n'est pas trop pris dedans. Et qu'est-ce que je me suis trompée. Je n'arrivais pas à décrocher de ce livre en fait. Il m'a vraiment attrapée et j'en ai délaissé les autres. J'étais tout le temps dessus. Je voulais avoir la suite. Ça se lit extrêmement bien. Il y a beaucoup d'action. Les dialogues dedans, mais c'est des petits bonbons. Enfin, franchement, j'adore. Elisabeth, elle a une personnalité qui est incroyable. Elle est hyper pertinente, elle est un peu rebelle, elle est drôle. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Les personnages, je trouve, sont très bien décrits. Justement, ils ont tous une personnalité très différente et bien développée. Et le livre porte vachement bien son nom parce que dedans, on va y voir beaucoup d'orgueil et beaucoup de préjugés. Je trouve que cette description de la société, de comment ça se passait, de tous les a priori qu'on pouvait avoir, tout ça, il est hyper bien retransmis. Et je vous dis, ça s'arrête pas en fait, c'est action après action après action, il se passe plein de choses et c'est hyper prenant et j'ai vraiment passé un très très bon moment en le lisant. Ça se lit hyper vite, hyper facilement, je le recommande très fortement, il était très bien, franchement j'ai adoré. J'ai mis 4,5 sur 5 et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était bien, c'était génial. Lisez-le. Le livre suivant et le dernier livre que j'ai lu en papier, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Dedans, nous allons y suivre Linus Baker, qui est un employé du ministère de la Jeunesse magique. Son métier est de visiter des orphelinats qui accueillent des enfants qui ont des pouvoirs magiques ou qui sont des êtres magiques et de donner son avis quant à leur accueil et leur bien-être. Et il va être un jour convoqué par les cadres extrêmement importants, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais les plus hauts gradés pour accomplir une mission très secrète qui va l'amener vers un orphelinat qui est secret, qui accueille des enfants très particuliers. Il va aller leur rendre visite pendant un mois et donner son avis impartial et objectif quant à l'administration et comment ça se passe, et notamment le directeur. Est-ce qu'il est suffisamment qualifié en fait pour s'occuper de ces enfants particuliers? C'est une cozy fantasy, fin de famille qui était hyper plaisante, hyper sympa à lire. Franchement, c'était un petit bonbon. C'est un petit peu jeunesse quand même. Je pense qu'on peut le faire lire à des collégiens par exemple. Il est bourré de bienveillance. Il montre qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences. Il a de grosses qualités en termes de morale. Enfin, on comprend bien le message qu'il veut faire passer et c'est trop mignon, les événements s'enchaînent bien, c'est hyper fluide, hyper rapide à lire, ça se lit super bien, on est vraiment pris dedans, on s'attache énormément aux personnages. Je lui ai mis une note de 4 sur 5 parce que c'était pas non plus un coup de cœur pour moi, mais j'ai passé un super bon moment, je l'ai trouvé très bien et je le conseillerais très facilement en termes de cozy fantasy. Le livre suivant que j'ai lu en livre audio, c'est le manuscrit inachevé de Frank Tillier, qui est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Caleb Traskman, un truc comme ça, dont le dernier livre est Labyrinthe. D'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque et c'est pour ça que je me suis penchée sur le manuscrit inachevé. Il va y avoir vraiment 2 groupes, on va dire, distincts qui au final se rassemblent à un moment. On voit que toutes leurs histoires s'en mêlent, mais d'un côté, on va avoir une voiture qui est retrouvée dans un ravin et dans son coffre, il y aura
un corps, le corps d'une femme. Sauf que au fil des recherches, on va se rendre compte que cette voiture en fait a été volée. Donc le conducteur n'est pas le propriétaire de la voiture. Donc il faut encore déterminer qui est cette femme et qui l'a mis là, en fait, qui est le propriétaire. Donc on a cette histoire-là d'un côté et de l'autre, on va y suivre Léane qui est une écrivaine de thriller et dont la fille Sarah a disparu il y a 4 ans. Cette disparition a mis à mal son couple et donc ils sont séparés et son mari a passé donc toutes ces années à essayer de rechercher sa fille désespérément. Il est même devenu alcoolique, enfin il le vit vraiment très très mal. Et un jour, elle va être appelée parce que son mari a été agressé et que des suites de cette agression, il a perdu la mémoire. Et elle va le rejoindre donc pour l'aider à retrouver sa mémoire et pour découvrir qui a fait ça également. J'ai beaucoup aimé ce roman, c'est un thriller qui est vraiment cool. Je commence à voir un petit peu en fait la patte de Franck Tillier parce que j'avais lu À retardement, mais c'était le seul que j'avais lu et j'aime beaucoup, mais j'ai fait la même erreur que pour À retardement. Moi, je conseille pas de les lire en livre audio en fait. Ou alors, faut vraiment que vous ayez une lecture hyper attentive et que vous ayez une mémoire qui soit assez auditive. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai une mémoire qui est très visuelle et en fait, j'ai beaucoup de mal avec la multiplicité des personnages. En fait, dans les romans de Franck Tillier, il y a quand même pas mal de personnages et en fait, moi, je m'y perds très facilement et il va pas être dans le genre de Frida McFadden qui va répéter 50 fois la même chose et on va le comprendre. Et en audio, ça passe vachement bien. Lui, il faut vraiment s'attarder sur tous les petits détails. Il va pas répéter tous les événements, donc faut être très attentif. Et ces romans sont hyper bien construits, sont hyper complets, ce qui fait qu'il faut vraiment bien suivre tout du long ce qui se passe, bien comprendre tout. C'est hyper détaillé en fait. C'est pas on survole un peu l'idée et voilà. Non, là c'est hyper précis. Donc moi je pense qu'il faut que j'arrête de les écouter et plutôt que je les lise. C'est pour ça que je les ai cherchés sur Vinted et qu'en fait je me suis acheté le livre, le manuscrit inachevé, et que j'ai acheté aussi le tome 2 que je n'avais pas parce que je pense qu'il vaut mieux que je les lise en papier. Notamment, sans vous donner de détails, sans vous spoiler, il y a des moments où on vous demande de vraiment l'avoir sous les yeux en fait le livre, puisqu'il va y avoir, il me semble que ça s'appelle un palindrome, hein. Quand on prend les premières lettres ou les premiers nombres, parce qu'il y a des moments aussi, c'est pareil, il faut voir des nombres, il faut qu'on ait ça sous les yeux en fait. Et donc à l'oral, c'est pas pratique. Alors si vous avez le papier et que vous écoutez aussi à l'oral, ça va. Mais si vous n'avez pas du tout, comme moi, le livre papier sous les yeux et que vous ne pouvez pas l'avoir sous les yeux, il y a des moments c'est dur quand même. Moi ça serait mes petites mises en garde par rapport à ça, mais autrement c'est un roman que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je trouve que Franck Tillier il a un style d'écriture dans ses thrillers, c'est tellement recherché. Je sais pas, c'est un peu envoûtant en fait. Alors c'est dur par contre, c'est vraiment dur, faut pas s'attendre à ce que ce soit Cuicui les petits oiseaux, mais par contre je trouve qu'il a une qualité dans l'écriture et dans la recherche qu'il produit qui est assez exceptionnelle et pour l'instant j'accroche vraiment bien. Sur les 2 que j'ai lus, j'accroche beaucoup, ce qui fait que là je suis en train d'en chercher pour pouvoir en acheter plus en papier, parce que c'est ça le problème, c'est que je veux les avoir en papier parce que c'est très compliqué pour moi de les écouter, enfin, en tout cas de les apprécier à leur juste valeur en les écoutant. Donc voilà, une très bonne lecture, je vous la conseille, mais pour moi faut la lire et pas l'écouter. Je lui ai mis une note de 4 sur 5. Pareil, je pense que j'aurais peut-être pu mettre plus si jamais je l'avais lu et que j'avais été plus imprégnée dedans. Même si l'interprète est très bien, par contre, je dis pas le contraire. Sur Next Story, l'interprète, il est hyper bien, il a une voix, mais j'adore. Mais voilà, c'est compliqué, c'est ma faute. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai écouté 2 autres petits livres audio qui faisaient 4 heures ou 4-5 heures chacun, qui étaient vraiment très courts, mais qui étaient hyper importants et hyper bien exécutés, d'après moi. Le premier, c'est La collision de Paul Gasnier. Je vous dis directement, j'ai mis 4,5 sur 5, tant que j'y pense. C'est un livre dans lequel Paul va parler de la mort de sa mère, puisque sa mère est morte lorsqu'elle se rendait dans sa salle de yoga. Un matin, alors qu'elle était à vélo, elle est victime d'un rodéo urbain. Saïd pilotait une moto sur la roue arrière et donc il est rentré dans la maman de Paul Gasnier. Et ce livre, il est vraiment... Enfin, moi, il m'a beaucoup marqué, il m'a un peu percuté parce que je suis très admirative de la manière dont Paul Gasnier a appréhendé en fait cette histoire et comment il a écrit son roman. Il va rester quand même de manière très factuelle, il va faire preuve mais d'une abnégation mais qui est exemplaire. Enfin, je ne sais même pas comment il arrive à faire ça. Il
il est hyper intelligent en fait dans son approche. Il va essayer de comprendre ce qui a amené sa maman là, mais également comment Saïd en est arrivé à ce point-là. Il va essayer de parler de déterminisme social, il va essayer de dénoncer aussi l'extrême droite qui va utiliser ce genre d'histoire, et donc il va vouloir utiliser l'histoire de sa maman, la mort de sa maman, pour raconter des choses, et qu'il se sent en fait dépossédé de son deuil quand il entend justement des personnes de l'extrême droite qui en parlent de cette manière-là. Et je sais pas, je trouve que ce roman, il est hyper important, hyper poignant, et qui nous montre une manière de voir les choses qui est hyper singulière et en même temps qui est très intelligente. Ouais, je suis admirative en fait de cette personne, et je trouve son livre incroyable, très très bien écrit. Et voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus. Lisez-le, franchement, il est très très bien. Il se lit, comme je vous dis, très facilement. J'ai eu du mal à arrêter en fait l'écoute, j'avais envie de poursuivre. Et il se lit très rapidement puisque c'est 4 heures d'écoute. Donc voilà, moi je vous conseille fortement. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le consentement de Vanessa Springora, qui est donc un livre autobiographique dans lequel elle va raconter sa jeunesse, puisqu'à 13 ans, elle a rencontré G, qui est un écrivain et qui va en fait développer une obsession, on peut le dire, pour elle, donc qui est un homme, je sais pas comment on peut dire, mentalement défaillant quand même, puisque il va tomber amoureux de cette jeune femme. Donc elle a 13 ans, c'est la première fois qu'elle est vue par un homme, et en plus un homme âgé. C'est la première fois qu'on pose un regard de désir sur elle, donc elle va se sentir aimée. En plus elle raconte qu'elle a donc un rapport très particulier avec son père qui va accentuer en fait cet amour qu'elle va porter pour cet homme. Donc elle va nous raconter comme ça toute l'emprise qu'a eu G sur elle. C'est pareil, une histoire qui est difficile à écouter pour le coup, c'est pas facile, surtout qu'elle a une plume. Enfin, la manière dont elle l'écrit reste très factuelle. Elle va pas lui jeter des pierres. Elle va vraiment rester très factuelle. Elle va dire d'une manière assez froide comment elle s'est sentie, ce qui s'est passé, les mécanismes en fait qui sont entrés en jeu. Et vraiment, il est poignant comme livre. Il fait beaucoup réfléchir sur la situation et sur le monde actuel, puisqu'au fur et à mesure, en fait, elle va se rendre compte que G n'est pas tombé amoureux d'elle juste pour elle, mais qu'il a vraiment une déviance et qu'elle n'est pas la seule en fait à subir. Et ouais, je sais pas, je trouve que ce livre il est bouleversant. Et pareil, il est bien écrit, mais il est très dur à écouter. Il est quand même important. Alors là, pour le coup, par contre, en termes de trigger warning, il y en a beaucoup, donc je vous le conseille pas si jamais vous êtes très sensible sur ce sujet, parce que ça va pas être facile, mais autrement je pense qu'il est quand même important. Donc voilà pour mes 2 dernières lectures et donc mes 2 derniers livres audio. Je crois que Le consentement, j'ai dû lui mettre pareil 4,5 sur 5 étoiles. Et donc voilà, on a terminé pour mes lectures du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les différents livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou s'ils vous intéressent. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits!